Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui étudier le fonctionnement du DNS et son utilité. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du DNS, Domain Name System, ou en français, système de nom de domaine. Originellement, au début des réseaux, chaque machine qui voulait communiquer avec sa voisine n'utilisait que des adresses IP. Les adresses IP, c'est l'exemple que vous avez en bas à droite. C'est les adresses qu'on définit sur chacune des machines qui veut communiquer sur un réseau. Ces adresses sont peu mnémotechniques, elles sont compliquées à se rappeler, et si vous devez entrer l'adresse Google pour accéder au site web Google, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est pourquoi le DNS a été mis en place, qui a pour rôle de utiliser une adresse texte, par exemple www.google.ch, qui est une adresse de domaine, pour que nous, êtres humains, puissions facilement nous en souvenir et facilement aller surfer sur Internet. Cette adresse Internet DNS va être ensuite transformée par l'ordinateur en une adresse IP qui lui est nécessaire pour fonctionner. Le système DNS est hiérarchique, c'est-à-dire qu'il a différents niveaux. Si on prend par exemple l'exemple que nous avions ici dessous, de.wikipedia.org, chaque élément séparé par un point fait partie de la hiérarchie. L'élément supérieur est le point .org, qui est ce qu'on appelle le TLD, ou le Top Level Domain. C'est le niveau le plus haut, c'est celui qui va nous dire si on est .com, .ch, .fr, .org, et ainsi de suite. Ensuite, on a la sous-arborescence ou le domaine. Par exemple, Wikipédia. Wikipédia est effectivement le nom du domaine sur lequel on veut se connecter ou accéder. Et puis, on a, comme dernier élément, les sous-domaines. Dans ce cas ici, par exemple, DE, mais ça pourrait être aussi www, ou d'autres éléments qui vont nous donner quel est le serveur précisément sur lequel on veut se connecter. Toute cette hiérarchie, comme on le voit ici, sur ce chemin wikipedia.org, est en fait un cumul du réseau local vers les nœuds d'Internet. Et tout en haut, nous avons ce qu'on appelle la racine d'Internet, le root d'Internet. C'est l'élément pivot qui commande toutes les TLD en dessous. Ça signifie aussi que ce domaine racine, ou cette route, qui s'identifie généralement par un point, devrait, dans l'absolu, si on était tout à fait juste, apparaître à la fin de chacune de nos adresses Internet. Seulement, par habitude, par convention, on ne l'affiche pas. Pour ce qui est du fonctionnement du DNS, de manière plus pratique, comme on l'a dit,
notre DNS, son rôle va être de transformer une adresse de nom de domaine en une adresse IP. Ça, c'est son job. Tout simple. Pour ce faire, il fonctionne en mode client-serveur. C'est-à-dire que de notre côté, vous aurez le client, par exemple, votre PC, et de l'autre côté, vous aurez un serveur, le serveur qui est sur votre réseau local, ou sur Internet, selon où vous vous trouvez. Le client, lui, quand vous serez dans votre navigateur et que vous allez lui dire que vous voulez aller sur www.vis.ch, va faire une demande au serveur DNS le plus proche, généralement celui de votre local, ou si vous êtes chez vous à la maison, celui de votre provider, de votre fournisseur d'accès Internet, pour lui dire « Eh oh, est-ce que tu connais mon adresse www.vis.ch? Est-ce que tu peux me donner l'adresse IP ?» Et si lui la connaît, il va faire une transcription et il va répondre au client tout simplement « Oui, je connais cette adresse et c'est telle adresse IP. » Ainsi, votre client, votre ordinateur, va pouvoir adresser, communiquer avec son destinataire avec une adresse IP en bonne et due forme, qui est la seule que va comprendre le réseau. Si on regarde un petit peu plus en détail ce qui va se passer. Point 1, vous êtes dans votre navigateur web. Vous demandez à votre navigateur web de vous ouvrir la page www.microsoft.com, celle qui est notée en dessous. Première chose que va faire votre ordinateur, il va poser une question au cache de résolution DNS. Sur votre ordinateur, vous avez quelque part un petit fichier qui va stocker toutes les recherches qui ont déjà été demandées. Par exemple, vous êtes allé sur www.google.ch, hop, il va stocker à côté l'adresse IP correspondante. Si vous êtes allé sur d'autres sites, il va stocker toutes les adresses IP correspondantes. Ce qui lui évite de devoir aller demander plus loin quelle est l'adresse IP du site que vous voulez consulter. Donc tout ce qu'il trouve en local, il le prend en local. Donc si l'information www.microsoft.com se trouve en local et qu'elle n'est pas trop vieille, c'est le but d'un cache, on ne va pas rechercher des choses qui ont 6 mois en arrière, eh bien directement votre ordi saura qui est son IP, et puis votre navigateur pourra utiliser cette IP pour travailler. Deuxième élément qui se trouve au niveau du cache, c'est ce qu'on appelle le fichier hôte. Chaque ordinateur a un fichier host. C'est ainsi qu'il s'appelle, tout court. Que ce soit un ordinateur Windows, que ce soit un ordinateur Linux ou Mac, ils ont tous un fichier host enregistré quelque part. C'est le premier élément dans lequel on va venir chercher les informations. Ce fichier host est l'ancêtre du DNS. C'est un petit fichier, texte, dans lequel on mettait tout simplement le nom de la machine en texte qu'on voulait utiliser, et à côté, son IP. Et on faisait une liste comme ça de conversion. Ça veut dire que vous pourriez très bien
remplacer l'adresse www.google.ch par une adresse IP fausse, quelle qu'elle soit, dans ce fichier host. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez amusant, et puis auquel il faut se méfier, parce que certaines fois, certains virus pourraient aller mettre des informations erronées dans ce fichier host. Il existe toujours et il reste prioritaire sur le reste. Si votre ordinateur ne trouve ni son adresse IP dans le cache DNS ni dans le host, il va aller plus loin et puis il va demander à votre serveur local, votre serveur à vous, de votre LAN, de votre réseau local de votre entreprise, ou chez vous, si vous êtes en privé, de votre provider, de votre fournisseur d'accès Internet. Il va venir lui demander s'il connaît cette adresse web. Le serveur va regarder lui aussi dans son cache, il a aussi un cache, il peut gérer différentes zones, on verra un petit peu plus tard de quoi il s'agit. Donc il va regarder dans ces deux éléments s'il trouve quelque chose. S'il trouve quelque chose, il va répondre directement au navigateur. S'il ne trouve rien, eh bien, ce serveur LAN va aller demander plus loin sur Internet aux autres serveurs pour finir par trouver le serveur typiquement Microsoft.com qui lui, dans le pire des cas, lui répondra. C'est ce que nous voyons ici. Ici, nous avons une représentation de ce que nous avons vu au graphique passé. Votre client, votre serveur DNS proche, local, le serveur DNS de votre client, qui l'interroge toujours en premier. Et si celui-ci ne trouve pas, la recherche à travers les serveurs d'Internet va se passer dans l'ordre depuis les serveurs root jusqu'au serveur de sous-domaine. Donc, votre serveur va aller interroger un serveur root, un serveur racine, ici, en lui demandant « Est-ce que tu connais cette adresse ?» Il va lui dire non, mais il va lui dire « Ah, par contre, je connais qui c'est qui s'occupe des .com ?» Alors, il va vous renvoyer au .com. .com, on va lui dire « Mais est-ce que tu connais mon fameux adresse Microsoft.com ?» Il va dire « Non, non, mais je connais qui c'est qui s'occupe de Microsoft. » Alors, il va nous renvoyer à Microsoft. Microsoft, on va demander « Hey, est-ce que tu connais, qui est-ce qui connaît exemple.microsoft.com » Il va dire « Non, je ne sais pas, mais par contre, je peux t'envoyer au serveur qui, lui, peut te répondre. » Voilà, donc c'est itératif. On vient l'un après l'autre tester les différents éléments. Et puis, le serveur qui fait autorité et qui a vraiment l'information va la remonter, d'où elle revient, et hop, jusqu'au client. Et ainsi, le client obtient son adresse IP de DNS qui va lui permettre de contacter le serveur exemple.microsoft.com. DNS est une base de données. C'est un système de base de données sur lequel on va enregistrer des données. On n'enregistre pas uniquement les noms de domaine et les IP. Il y a d'autres informations qui sont enregistrées dedans. La plus importante, c'est ce qu'on appelle l'information à record. Alors celle-là, c'est justement un nom d'hôte vers une adresse IPv4. Par exemple, text.exam.wikipedia.org in 91.198.174.232.
Le deuxième type, très utilisé, est le AAAA record, ou IPv6. Alors ça, on verra ce qu'il en est. IPv4, IPv6, c'est quelque chose que vous verrez par la suite plutôt avec Monsieur Montfermé. Mais IPv4 est l'ancienne mode de numérotation. Et puis, on l'a élargi ces dernières années au vu du nombre imposant de systèmes présents sur Internet et du nombre, l'explosion de l'utilisation d'Internet et donc des adresses IP. On a changé de mode avec ce qu'on appelle de l'IPv6 qui permet d'avoir beaucoup plus d'adresses IP à disposition et ainsi d'adresser beaucoup plus de clients. On est donc sur ces deux systèmes ici, simplement en train de convertir un nom de domaine dans une adresse de travail réseau, ce qui est le but principal du DNS. En dessous, on a d'autres informations qui peuvent apparaître. On a les CNAME records. Les CNAME records, ce sont des alias, donc des pseudonymes quelque part. Par exemple, on peut avoir, je sais pas moi, un serveur qui s'appelle text.exam.wikimedia.org. On le trouve trop compliqué pour que les gens puissent s'y connecter depuis l'extérieur, donc on y met un alias, on dit c'est simplement text.wikimedia.org. On pourrait imaginer aussi qu'on a une adresse réseau ou un nom de domaine réseau physique qu'on utilise pour un site web, qui serait par exemple, je sais pas moi, on pourrait imaginer qu'il y a un site qui s'appelle srv234.serveur.diftech.ch et puis que ce soit notre serveur web dans la réalité. Cette adresse étant trop compliquée, on pourrait faire un alias qui nous dit que cette adresse est égale à www.diftech.ch. Tout simplement. Ensuite, Internet gère tout ce qui est mail aussi, et notre nom de domaine va aussi pouvoir stocker les informations MX-Record, c'est-à-dire quel est le serveur de courriel pour ce domaine. Ceci va permettre d'acheminer le courrier qui est envoyé à la bonne machine et au bon serveur. Ensuite, on a des PTR records qui sont des pointeurs inverses. Ça, on va laisser un petit peu de côté pour l'instant. N'est-ce pas? On verra par la suite. Juste en deux mots, pour votre culture générale, on l'a dit jusqu'à maintenant, le DNS convertit un nom de domaine en IP. Il ne fait pas le contraire. C'est-à-dire qu'un DNS, par nature, par défaut, n'est pas capable, si vous lui donnez un IP, de la convertir comme ça, sans autre, en son nom de domaine. Ça ne marche pas. Pour que ce soit possible, il faut activer ce qu'on appelle des reverse DNS et des pointeurs record. Voilà. Donc ces pointeurs record vont être utilisés pour retrouver, en fonction d'une adresse IP, le nom de domaine. Mais c'est quelque chose qui est optionnel et qui n'est pas activé sur tous les serveurs DNS. Et puis on a deux éléments de base aussi qu'on retrouve qui sont moins importants, qui sont le NS-Record, qui donne le nom du name server. Ça c'est justement pour pouvoir parcourir les arborescences DNS et puis trouver qui est capable de répondre à une demande d'un client. Et puis le SOA qui est du même ordre, qui nous donne aussi un élément important de définition du DNS. Mais principalement, pour vous, gardez à l'esprit le A-Record et le AAA, les alias de CNAME
et les mix records. Ça, c'est les, je dirais, 3 enregistrements principaux qu'on trouve au sein d'un DNS. Voilà, j'espère que ce petit tuto concernant le DNS vous aura aidé à y voir plus clair, à comprendre le fonctionnement de ce système et son utilité. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. À bientôt!